C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions au Tchad au lendemain du décès de l'ancien président Hissène Habré. Notre correspondante Khadija Douga est allée à la rencontre des Tchadiens mais aussi des victimes de son régime. Témoignage à suivre. L'arrivée de réfugiés afghans sur le continent, 51 d'entre eux ont foulé le sol ougandais, un accueil temporaire négocié entre Kampala et Washington. D'autres sont attendus au Rwanda. La correspondance dans ce journal dans la région. Félix Tshisekedi, bientôt en tournée en Europe. Le président congolais doit se rendre en Allemagne, en Italie et en Belgique. L'occasion pour nous de revenir sur la politique, sur sa politique et la situation en République démocratique du Congo avec son porte-parole Kassango Mwema Yamba. Il est notre invité ce soir. Au Tchad, les réactions sont nombreuses au lendemain de l'annonce du décès de l'ancien président Hissène Habré. Notre correspondante Khadija Douga a sillonné les rues d'Njamena et a également recueilli les témoignages des victimes du régime de l'ex-présidente, des victimes qui demandent toujours réparation. Nicolas Germain avec les images de notre correspondante Khadija Douga. Hissène Habré était un personnage controversé. Au lendemain de sa mort, seuls quelques journaux tchadiens lui ont consacré leur une. L'ancien dictateur avait dirigé le Tchad de 1982 à 1990. En 2016, il avait été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Même Dieu pardonne les hommes. C'est donc tout naturel pour moi de pardonner mon prochain. Il y en a qui refusent de lui pardonner. Ça, c'est leur choix. Certains Tchadiens évoquent un grand patriote qui avait remis l'administration du pays sur les rails. L'association de victimes de ces crimes est évidemment d'un tout autre avis. Une commission d'enquête a estimé à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées pendant qu'il était au pouvoir. J'ai été arrêtée avec une grossesse de 4 mois. J'ai même accouché là-bas. Je suis sortie de la prison de Saint-Habré par la grâce de Dieu. On ne savait pas qu'on sortait de là. Là-bas, on t'appelle, on t'amène là-bas, c'est pour que tu meurs. Qu'il soit vivant ou mort, on doit nous indemniser. Et là, la mort ne joue pas sur l'autre, là, sur le côté de partie civile. Ce mercredi, l'une des épouses de l'ancien président a affirmé qu'il serait enterré au Sénégal, où il est mort. Le gouvernement tchadien a déclaré qu'il n'y aurait pas d'hommage officiel en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. L'arrivée de réfugiés afghans sur le continent a commencé. 51 personnes ont été accueillies temporairement en Ouganda et de nombreux autres évacués doivent arriver dans les prochains jours. Leur accueil était en discussion depuis plus d'une semaine entre Kampala et Washington. Au Rwanda voisin, des réfugiés afghans sont également attendus. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Ces 51 réfugiés afghans sont arrivés dans la matinée de mercredi à l'aéroport d'Entebbe dans un avion affrété par les États-Unis. Ils ont tout d'abord effectué des tests de sécurité afin de vérifier qu'ils ne posent aucun danger pour le gouvernement ougandais. Puis ils ont effectué des tests Covid afin de ne pas contaminer la population et sont partis dans des hôtels en quarantaine. Ces réfugiés, on a pu les voir monter à bord de 3 bus qui étaient encadrés par la police ougandaise. On voyait des hommes, des femmes, des enfants qui regardaient à travers les fenêtres pour découvrir ce pays qui va les accueillir au cours des prochaines semaines. Au cours des prochaines semaines seulement, selon le ministère des Affaires étrangères ougandais. Ils sont en Ouganda seulement pour une période de transit avant d'être accueillis aux États-Unis ou dans d'autres pays partenaires des États-Unis qui pourront les accueillir de manière plus permanente. L'Ouganda qui est donc le premier pays africain à recevoir des réfugiés afghans, mais qui ne sera pas le dernier puisque le Rwanda a d'ores et déjà fait savoir qu'il allait accueillir 250 jeunes filles et professeurs de la seule école avec internat destinée aux filles d'Afghanistan qui a dû fermer ses portes à Kaboul à cause des talibans qui ne voulaient plus voir cet établissement ouvert. Eh bien, ces jeunes filles et leurs professeurs vont arriver dans les prochains jours à Kigali. Ils sont pour l'instant au Qatar. La directrice de l'établissement a déjà affirmé qu'il tenterait de repartir en Afghanistan après un semestre passé au Rwanda si les conditions le permettent, si leur sécurité est assurée à Kaboul. Et pour l'instant, eh bien, rien n'est moins sûr. Il est impossible de dire si les talibans accepteront de nouveau un jour de laisser cet établissement destiné aux jeunes filles rouvrir ses portes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 16 soldats ont été tués dans une attaque au Niger, dans la localité de Baroua, dans le sud-est du pays, proche de la frontière avec le Nigeria. Une attaque menée par le groupe islamiste Boko Haram. L'armée nigérienne est parvenue à repousser cette attaque et les assaillants.
Alerte à la grippe aviaire dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ces pays ont déclaré à l'Organisation mondiale de la santé animale des foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes. En Tanzanie, un homme armé d'un fusil d'assaut a tué 3 policiers et un employé d'une société de sécurité privée près de l'ambassade de France à Dar es Salaam. L'assaillant a été neutralisé. Une enquête a été ouverte. Notre invité ce soir est M. Kassango Mwema Yamba Yamba, porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il est avec nous pour parler de la situation, des actualités dans son pays, la République démocratique du Congo, et de la politique du président Tshisekedi. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, madame. Alors, le président Tshisekedi, je le disais tout à l'heure dans les titres, est cette semaine sur le point de faire une tournée en Europe. Il prévoit de se rendre en Allemagne, en Italie, en Belgique. Depuis son arrivée au pouvoir, il multiplie les déplacements et ça crée parfois polémique. Beaucoup critiquent ces déplacements en raison de leur coût. Beaucoup s'interrogent à quoi servent ces voyages. Y a-t-il des résultats concrets ? Le président de la République a trouvé un pays qui vivait en autarcie, replié totalement sur lui-même. Et il a estimé nécessaire de pouvoir s'ouvrir aux voisins. D'abord pour les mettre en confiance. Ils venaient d'être portés au pouvoir, il fallait les mettre en confiance. Alors, l'une des stratégies pour pouvoir y arriver, c'était de sillonner les pays. D'abord les pays voisins, les pays limitrophes, et ensuite il a élargi à tous les pays qui ont des possibilités pour fournir des capitaux et investir en République démocratique du Congo. C'était donc ça la première des choses. Bon, on a critiqué, vous l'avez bien dit, mais aujourd'hui il y a des retombées. Je cite juste une des principales retombées de ça, c'est que le FMI, le Fonds monétaire international, et le gouvernement de la République démocratique du Congo sont parvenus à un accord qui va pouvoir permettre à la RDC de bénéficier d'une ligne budgétaire de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans, c'est-à-dire sur le reste en fait du mandat du président. Donc je prends cet exemple-là. Alors, c'est un très bon exemple, puis c'était ma question, la question qui suivait sans transition. Donc, le FMI a renoué les liens avec la République démocratique du Congo, avec ce contrat, enfin, l'appui d'1,5 milliard de dollars sur 3 ans, comme vous l'avez précisé. En revanche, le FMI, qui salue les efforts réalisés en cette matière, exige plus de transparence, notamment dans le secteur minier. Pourquoi est-ce si compliqué ? Qu'attend le gouvernement pour enfin publier la totalité des contrats miniers et accessoirement de renégocier ceux qui ne sont pas à l'avantage du pays, de la République démocratique du Congo? Le gouvernement congolais publie, en tout cas il met à la disposition de tous ceux qui cherchent des informations vérifiables, il met à leur disposition un certain nombre d'études, un certain nombre de résultats, un certain nombre de prévisions. Ça, je pense que ça peut se vérifier sur le terrain. Aujourd'hui, le FMI a accepté de marcher avec la République démocratique du Congo dans le sens de cet accord dont je vous ai parlé, mais elle est un petit peu conditionnée. Notamment, il ne faudrait pas que qu'on l'on dépasse les 6% en termes d'inflation annuelle, mais il faut également qu'on maintienne l'élan qui a été donné par le président de la République, notamment en matière de collecte des recettes, parce que beaucoup de recettes filaient entre les mains de ceux qui géraient l'État, et on a parlé même de coulage. Justement, c'est peut-être l'occasion de renégocier certains contrats miniers pour que les recettes soient plus importantes. Elles ne sont pas toujours en faveur de la République démocratique du Congo et des Congolais. Le président de la République est conscient de ça. Il est en train de négocier de nouveau les contrats qui sont dits léonins. Mais bon, ces négociations prennent quand même du temps et il faut y aller avec précaution. Ce n'est pas un secteur que l'on bouscule de façon impromptue. Il faut vraiment prendre ces précautions et je crois que les ministres des Finances, les ministres de l'Économie sont régulièrement en contact avec les principaux concernés par ces contrats. Ce sont des choses qui sont en train d'être renégociées et le président lui-même y tient. Et donc, c'est en cours.
Alors, il y a une autre question qu'on se pose et une question qu'on traite énormément dans notre journal de l'Afrique, c'est la question sécuritaire, notamment dans l'est du pays. C'est une question cruciale. Un état de siège a été déclaré en mai dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pourtant, 4 mois après, l'ONU s'inquiète d'une détérioration de la situation, notamment autour de Beni, où les habitants continuent à subir des attaques, notamment de la part des ADF. Pourquoi l'armée congolaise n'arrive-t-elle pas à sécuriser les civils ? L'armée congolaise est véritablement sur le terrain. Elle abat un travail extraordinaire. D'ailleurs, si aujourd'hui, la plupart de ces attaquants, de ces assaillants, pour la plupart des ADF, notamment dans l'Ituri, si la plupart aujourd'hui sont en train de s'en prendre à des populations civiles vulnérables, c'est parce qu'au niveau du front, ils trouvent une grande offensive, ils trouvent un feu auquel ils n'arrivent pas à résister. Et donc, comme le terrain est vaste, ils s'échappent comme ils peuvent et sur leur chemin, ils s'en prennent à la population par vengeance. Le plan d'état de siège, par exemple, ne semble pas réussir. Il semble être un échec, même s'il est encore un peu tôt pour faire le bilan. Pour l'instant, en tout cas, les populations continuent à être attaquées et encore plus. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent sur un terrain donné où ils sont en train de fuir pour échapper aux militaires congolais, ils font effectivement un petit peu n'importe quoi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces foyers de tension, ces foyers qui logent les rebelles, sont pour la plupart en train d'être défaits, en train d'être démantelés. Et ça, c'est quand même un travail remarquable. Le Premier ministre s'est rendu récemment en Ituri et là, il vient de terminer sa visite au Nord Kivu et on constate en tout cas qu'il y a des améliorations sur le plan social, des améliorations sur le plan sécuritaire particulièrement. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la République démocratique du Congo, pour l'instant, est en train de se faire évaluer au niveau de ses efforts sur le plan de la sécurité par des éléments des forces spéciales américaines qui sont sur le terrain et qui sont en train de faire une grosse évaluation pour voir s'il faut prendre une autre stratégie ou s'il faut continuer avec la même, avec quels moyens. Mais ce qu'il faut savoir... Donc il est possible que vous changiez de stratégie si ce n'est pas la bonne et qu'elle s'avère vouée à l'échec. Et que par exemple l'état de siège soit levé. Non, l'état de siège pour l'instant donne de bons résultats et je pense qu'à plusieurs reprises, les députés ont soulever ces questions-là, mais eux-mêmes, quand ils ont reçu les différentes commissions de l'Assemblée nationale, ils en sont arrivés à se mettre d'accord pour que tous les 15 jours, on réajuste le dispositif et qu'on relance. Nous en sommes, je crois, au 6e renouvellement de cet état de siège. Le président de la République tient à cet état de siège et il tient à ce que ces forces négatives soient totalement éradiquées. Alors, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. On va s'arrêter sur une question importante, une polémique autour de la désignation du futur président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les catholiques et les protestants refusent de soutenir Denis Kadima, qui a été désigné par 6 autres confessions religieuses. Ils l'accusent d'être trop proche du pouvoir. Que compte faire Félix Tshisekedi pour débloquer la situation ? Pour l'instant, la situation relève totalement du secteur électif. Il relève de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui traite cette question-là. Et le président de la République a permis aux différents responsables religieux de discuter, mais il ne va pas leur laisser l'éternité. S'ils n'arrivent pas à trouver des mécanismes pour désigner les dirigeants de la CENI, eh bien, je crois qu'à un moment donné, en concertation avec toutes les forces politiques, toutes les forces de la République, il va falloir trouver un modus vivendi pour aller de l'avant. On ne peut pas rester bloqué là à cause de l'incompréhension des uns et des autres pour des profits que l'on ne comprend même pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage, pour être revenu et pour avoir répondu plutôt à nos questions. Merci. Monsieur Kassango Mwema Yamba Yamba, vous êtes, je le rappelle, porte-parole du président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.